Bonjour, je suis Ariane Nicolas, je suis journaliste pour Philosophie Magazine et je fais cette petite vidéo parce que dans un article qui s'appelle Descartes au pays des androïdes, je soutiens que Descartes considérait que ChatGPT ne pense pas. Il se trouve que pendant les vacances de Noël, Monsieur Phi, le youtubeur philo que vous connaissez peut-être, a publié une vidéo pour dire à peu près l'inverse, à savoir que selon lui, le langage permet de prouver l'existence de la pensée et que comme ChatGPT fonctionne sur le langage, ça voudrait dire que ChatGPT pense. Je précise d'emblée que je ne fais pas cette vidéo dans un esprit de clash ou quoi que ce soit. J'ai regardé la vidéo de Monsieur Phi en entier, j'ai trouvé très intéressante, j'ai appris beaucoup de choses. Tout ce qu'il y a avant le passage sur Descartes et tout ce qu'il y a après, c'est vraiment des choses qui sont à mon avis très bien argumentées, très intéressantes. La vidéo que je suis en train d'enregistrer, elle n'est pas là non plus pour dire que Descartes a raison ou a tort. Elle n'est pas là pour dire que l'IA pense ou ne pense pas. Ce n'est pas des sujets sur lesquels je suis compétente, pour être très honnête, sur la question de l'IA. En revanche, sur la question de Descartes, il se trouve que voilà, j'ai écrit cet article dans Philosophie Magazine, Descartes au pays des androïdes, et il se trouve par ailleurs, même si ce n'est pas un argument d'autorité, mais que je suis en train d'écrire un livre sur Descartes et que j'ai lu tout Descartes pendant 2025. Donc, j'ai quand même un peu gratté la question. Et par ailleurs, j'ai passé un petit coup de fil à un spécialiste de Descartes pour m'assurer que je n'étais pas en train de raconter n'importe quoi. Donc cette vidéo, elle va être très simple. Je vais d'abord tout simplement vous faire une sorte de commentaire assez pédagogique, je dirais, de la lettre au marquis de Newcastle, qui date de 1646. Et puis après, je reviendrai sur ce qu'est exactement en fait la pensée chez Descartes. Donc là, on parlera plutôt des méditations métaphysiques. Mais il a entendu que si on veut savoir si ChatGPT pense, il faut d'abord comprendre, et essentiellement comprendre d'ailleurs, ce que veut dire penser pour Descartes. Et il se trouve qu'il y a un certain nombre de textes dans lesquels, évidemment, il en fait toute une démonstration. Donc, on commence avec la fameuse lettre au marquis de Newcastle qui datait du 23 novembre 1646. Alors déjà, il faut savoir que c'est une lettre et que Descartes envoie des tonnes et des tonnes de lettres à la terre entière parce que les gens s'adressent à lui pour essayer de comprendre ce qu'il écrit, sa doctrine très nouvelle, qui contredit à bien des égards, pas uniquement, mais la philosophie et notamment aussi la physique aristotélicienne, ce qu'on peut appeler parfois la scolastique aussi, c'est-à-dire un mélange de théologie chrétienne et de physique aristotélicienne. Et donc le marquis, c'est un des correspondants de Descartes, et quand Descartes écrit cette lettre qui est assez tardive dans son œuvre, 1146, il a déjà écrit ses principales œuvres, il suppose que le marquis, il a lu notamment les méditations métaphysiques. Donc la lettre ne fait pas un condensé absolu de ce que c'est que la pensée pour Descartes, évidemment, s'il a écrit notamment les méditations pour ça, mais elle s'intéresse à un point très précis, qui est de comprendre ce qui distingue les animaux des humains, dans la mesure où, ce que remarque le marquis, c'est que, dans le vocabulaire cartésien, les animaux et les humains étant des animaux, mais on va dire les animaux non humains et les humains, sont en fait constitués de la même matière. Voilà. On est, pour Descartes, comme des machines. Notre corps, c'est participe de ce qu'il appelle l'étendue. C'est une des grandes substances qu'il y a. Il y a deux substances dans le monde pour Descartes. Il y a ma pensée et l'étendue. Et en fait, tous les corps sont constitués, en tout cas les corps animaux, des mêmes particules, des mêmes mécanismes. On a, notamment chez les vertébrés, un cerveau, une moelle épinière, des petits nerfs, ce que Descartes appelle assez joliment des petits filets. Il a fait des dissections, il voit que les machines humaines et animales sont les mêmes. Et le marquis lui dit très bien, mais dans ce cas-là, si vous pensez que les humains pensent et que les animaux sont constitués rigoureusement comme nous, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que les animaux ne pensent pas? Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Descartes, dans les méditations, il a fait l'expérience pour lui de ce que c'est la pensée. Mais effectivement, et d'ailleurs Monsieur Phi le dit très bien, rien ne m'assure que la personne à qui je parle, dans la rue, au travail, pense comme moi. Qu'est-ce qui m'assure que ce soit aussi, on pourrait dire, un cogito? Eh bien, pour le savoir, il faut faire une expérience, il faut sortir de soi, et puis il faut trouver une méthode qui permettrait de démontrer que ce qui se passe dans le monde, c'est l'effet d'une pensée. Que la pensée deviendrait visible, encore une fois, dans la vie de tous les jours. Alors, la lettre du marquis de Newcastle, justement, elle dit, mais pas seulement, que la parole est effectivement un signe extérieur qui permet de prouver que la pensée se traduit, s'extériorise dans le monde. Mais je vais vous la lire et vous allez voir que ça n'est pas du tout ni nécessaire ni suffisant comme argument pour prouver que là où il y a de la parole, il y a de la pensée. Et inversement, on peut très bien penser sans parole. Alors c'est un tout petit peu technique, mais c'est vraiment très important de le lire parce que en fait tout l'argument il est là. Je vous le lis.
Enfin, il n'y a aucune de nos actions extérieures qui puisse assurer ceux qui les examinent que notre corps n'est pas seulement une machine qui se remue de soi-même, mais qu'il y a aussi en lui une âme qui a des pensées, excepté les paroles ou autres signes faits à propos des sujets qui se présentent, sans se rapporter à aucune passion. Alors, c'est le même texte, le même extrait du texte, évidemment la lettre est plus longue que cite Monsieur Phi, mais il faut voir que dès le début, il est question des actions extérieures, et que par ailleurs, il est question des signes extérieurs. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que pour Descartes, cette question de ce qui est une action extérieure, ça n'est pas seulement le langage. Le langage, c'est une des actions extérieures qui serait comme reliée à notre pensée, mais ça n'est pas du tout la seule, et parfois même, ça n'est pas du tout nécessaire qu'il y ait cette action extérieure, puisqu'il dit les paroles ou autres signes extérieurs. Ça veut dire que de simples gestes peuvent attester du fait que je pense. Alors effectivement, dans ce passage, il y a un terme que vous avez peut-être remarqué, qui est le terme de passion, et qui permet de comprendre la différence entre les humains et les animaux pour Descartes. Je le résume très rapidement. C'est l'idée que chez Descartes, les animaux, ils ont seulement des passions. C'est-à-dire qu'ils reçoivent, on dirait aujourd'hui, un peu des informations du monde extérieur, qui les traversent à travers le corps, et qui leur donnent des émotions, des affects. Donc ils vont réagir à des stimuli. Évidemment, pour Descartes, on a aussi cette faculté, c'est-à-dire de recevoir des impressions et d'être ému par le monde, et de se mettre à rougir, de se mettre à fuir si on a peur, par exemple. C'est un exemple qu'il prend souvent. Mais ça ne témoigne seulement que d'une chose, à savoir qu'on est agi par le monde d'une certaine manière, de l'extérieur. Donc les humains et les animaux partagent cette même faculté. Sauf que pour Descartes, c'est quelque chose en plus, d'une certaine manière. Et cette chose en plus, c'est la pensée, c'est-à-dire quelque chose qui serait un peu plus inattendu, qui serait un peu plus libre, qui serait un peu plus gratuit, et qui serait justement l'émanation de ce que lui considère comme étant une âme. Alors je précise dans cette vidéo que je ne suis pas en train de dire que Descartes a raison, je ne dis pas que l'âme existe ou que l'âme n'existe pas, je dis seulement que pour Descartes, c'est comme ça que ça se passe et que c'est la démonstration qu'il fait. C'est-à-dire que pour lui, la seule chose qui permet de comprendre pourquoi on a une réflexion, pourquoi on a une volonté, c'est qu'on a une pensée, chose que n'ont pas les animaux. Mais alors du coup, comment est-ce que ça se traduit concrètement avec les fameuses actions extérieures et les signes extérieurs? Dans ce texte, Descartes, il est obligé de comparer des choses qui a priori sont différentes, donc des humains et des animaux, en ce sens où il remarque que nous on parle d'une certaine manière et que les animaux ne parlent pas. En tout cas, ils n'ont pas un langage articulé, on dirait aujourd'hui. Alors je rentre pas dans le débat pour savoir si c'est juste ou pas d'un point de vue éthologique, on sait qu'il y a des langages animaliers, donc évidemment, au XVIIe siècle, ça, c'est un débat qu'on ne se pose pas vraiment. Mais du coup, en fait, Descartes, tout ce qu'il dit, c'est que, statistiquement, les humains ont tendance plutôt à parler et les animaux plutôt à ne pas parler. Mais ça, d'une certaine façon, ça n'est pas une démonstration, c'est juste un fait. C'est, on va dire que dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on voit. Mais ça ne permet pas de fournir un argument. Donc en fait, l'argument, il est caché dans le texte de Descartes, et il faut vraiment le voir un peu entre deux petites virgules. C'est qu'il va devoir chercher chez les animaux une exception et chez les humains une exception pour faire en fait tomber ce qu'on prend avec notre petit sens commun comme étant une évidence. Et en fait, il va montrer que les animaux parfois parlent, ce qui ne signifie pas qu'ils pensent, et inversement, que des humains peuvent ne pas parler et quand même nous montrer qu'ils pensent. Donc c'est pour ça que dans ce texte, il y a un passage que je vais vous montrer, qui est le moment où Descartes parle des perroquets. Il dit que si en fait on faisait apprendre à un perroquet des choses de la vie de tous les jours, il pourrait nous tromper d'une certaine manière. Et évidemment, ça fait penser à ChatGPT. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que le perroquet aurait une forme de spontanéité qui nous ferait comprendre qu'il y a autre chose qui pense en lui que tout ce qu'il a appris? Pour Descartes, la réponse est non. Et inversement, je pense que l'argument il est plus fort de ce côté-là, c'est de dire qu'en fait, chez les humains, il y a des personnes sur Terre, qui sont nombreuses, qui ne parlent pas, mais dont on est sûr qu'ils pensent. Et en fait, ils parlent tout simplement des personnes qui sont sourdes et non-oralistes, ou on peut dire gestuelles aujourd'hui, ou signantes. C'est-à-dire des personnes qui, par leur corps, et uniquement leur corps, c'est-à-dire sans langage, nous montrent en permanence que ce sont des gens qui sont en train de penser. Donc il faut imaginer par exemple une situation où vous faites une balade en forêt avec une personne sourde et non-oraliste, donc une personne qui, a priori, selon les critères, n'a pas de parole, je mets bien des guillemets. Et si vous vous promenez avec elle et que vous regardez le monde et que vous échangez,
est-ce que vous allez penser que cette personne, ça n'est pas un être humain qui pense? Est-ce que vous allez vous dire: «Je suis en face d'un animal qui ne fait que réagir à son environnement»? Bah, évidemment que non. Vous allez voir que cette personne, elle va entrer en communication avec vous, elle va vous montrer des choses, elle va réfléchir, il y aura un peu de rêverie, il y aura de l'émerveillement, il y aura peut-être du doute, voilà. Et ça, c'est des choses que vous pourrez voir, je dirais, de manière, en fait, le mot n'existe pas à l'époque de Descartes, hein, phénoménologique. C'est-à-dire que vous allez avoir une sorte de pensée humaine qui va vous apparaître et qui vous deviendra une évidence. Bien sûr que cette personne est en train de penser. Donc vous êtes, je prends encore cet exemple de la promenade en forêt, mais vous allez voir cette personne, vous allez vous mettre à compter les champignons, à essayer de les reconnaître, à vous dire: «Est-ce que celui-là, il est comestible ou celui-là non?» et cetera. Vous n'avez pas besoin de paroles pour faire ça, vous pouvez juste avoir des petits signes. Et tout ça, c'est vraiment ce qui fait la spécificité de la pensée humaine. C'est-à-dire cette façon qu'elle a de se montrer de manière y compris muette. En fait, la pensée, elle est visible, y compris sans le langage. Donc en fait, ce qui est assez piégeux dans ce texte, me semble-t-il, mais peut-être que vous allez me dire que je me trompe et vous pourrez le mettre en commentaire, bien sûr, mais je pense quand même que la lecture de ce texte, elle est en fait compliquée. Pourquoi? Parce qu'on croit à la base que c'est un texte qui nous dit ce qui différencie l'humain de la parole, c'est le langage. Et donc, le langage, comme selon Descartes, nous pensons, effectivement, on peut avoir un sophisme à dire, bah, du coup, les animaux ne pensent pas. Mais c'est pas ça la teneur de l'argument. L'argument, ce qui est très surprenant en fait, c'est l'inverse. C'est de dire, il ne faut pas se laisser duper par les choses qui parlent, par les perroquets. Très 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 doués les perroquets. On ne va pas se laisser duper par ça. On va regarder comment l'expression humaine se traduit. D'une certaine manière, comment on trahit nos pensées, indépendamment du fait que l'on est capable de parler ou non. Donc on revient à la question du marquis de Newcastle, à savoir, vous avez un animal non humain et un humain. Qu'est-ce qui différencie les deux? Bon, bah, on voit bien que le grand problème, c'est que si vous parlez d'un simple point de vue physique, et d'ailleurs Descartes prend l'exemple du fait que bah, les animaux, ils ont des cordes vocales comme nous, il le cite dans le texte. Si physiquement, vous avez deux entités qui sont rigoureusement identiques, mais qu'en fait, quand vous vous comportez avec elles dans la vie de tous les jours, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent entre les deux attitudes, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait cette différence? Et c'est là qu'on va passer de la physique à la métaphysique, puisque pour Descartes, la seule explication qui vaille, c'est l'idée de la pensée, qui n'est autre chose pour lui que l'âme, qui est immatérielle. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ce point, hein, quand on parlera des méditations, mais retenez cette idée-là, qui est que la grande énigme, en fait, c'est de ne pas arriver vraiment à comprendre pourquoi les animaux humains et non humains, alors qu'ils sont constitués de la même manière, ils ne se comportent pas de la même manière. Et Descartes le précise, ce n'est pas une question d'intelligence, parce qu'il y a des animaux en fait, qui sont plus intelligents que nous. Alors lui il dit rusé, mais c'est clairement des questions d'intelligence. C'est-à-dire que moi, évidemment, si vous me larguez au milieu de la savane, je ne tiens pas 2 minutes. Il n'y a aucun problème avec ça. Descartes ne dit pas que les animaux sont tous idiots. Il n'y a jamais dit ça de sa vie. En revanche, les animaux ne sont pas capables d'un certain nombre de choses qui signalent la pensée. Et effectivement, en cela, il y a une vraie différence ontologique entre les humains et les animaux. Vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce qui fait que la pensée, elle s'extériorise? Parce que ça se trouve, un humain, il pourrait ne jamais être trahi par ses pensées. Et bien, je pense que c'est là qu'il y a une vraie interrogation, on pourrait dire une difficulté du texte, c'est que Descartes ne l'explique pas. En fait, je pense qu'il y a un impensé, il y a quelque chose de tacite chez lui. Peut-être parce que c'est un homme un peu pudique et qu'au fond, il n'a pas envie d'expliquer ce que c'est que la sociabilité humaine. Mais il y a en fait une donnée anthropologique derrière ça qui est, à mon avis, cachée, mais qui explique en fait le fond de l'affaire. C'est que selon Descartes, et peut-être que c'est des expériences que vous arriverez à voir en fait tous les jours quand vous y penserez un peu plus sérieusement, c'est qu'en fait, il est impossible de garder ses pensées pour soi. C'est ça vraiment l'espèce de coup de génie humain d'une certaine manière, c'est que quand vous avez une idée, l'idée pour Descartes c'est la forme de la pensée, c'est pas le langage, hein, c'est l'idée, la forme de la pensée. Quand vous avez une idée, vous n'arrivez pas à la garder pour vous. Vous avez envie de partager une idée, vous avez envie de communiquer avec vos semblables, vous avez envie de vous faire comprendre, vous avez envie de dire le monde est beau, le monde est triste, j'ai compris que 2 et 2 ça fait 4, ce genre de choses. En fait, vous êtes pris comme ça dans votre tête par quelque chose qui vous dépasse et qui va toujours vouloir sortir de vous. Et la question, c'est pourquoi est-ce que la pensée a cette nature qui serait de vouloir s'extérioriser? Ça, c'est un peu
quelque chose qui n'est pas expliqué chez Descartes, moi j'aurais ma petite analyse qui serait anthropologique, qui est qu'on a besoin de collaborer, donc il y a quelque chose dans, évidemment, l'évolution, Descartes n'en parle pas parce que Darwin arrive plus tard, mais quelque chose qui fait qu'on a besoin effectivement de ce langage-là pour pouvoir communiquer, pour pouvoir coopérer et éventuellement aussi pour pouvoir débattre, ce genre de choses. Mais c'est une chose de dire que le langage est un outil parmi d'autres, et c'est une autre chose que de dire que le langage prouve la pensée. Parce qu'on voit bien qu'en fait, on pourrait s'en passer d'une certaine manière. Mais c'est vachement plus commode quand même d'avoir du langage, il faut bien l'admettre. Il faut voir en fait aussi que la question du langage chez Descartes, de fait, elle est périphérique. Donc d'un point de vue méthodologique, utiliser une lettre qui est très tardive et qui serait censée remettre en cause tout ce qu'il a écrit avant, c'est un peu compliqué. Ce qui intéresse Descartes vraiment, c'est la pensée. C'est qu'est-ce que penser? Pourquoi est-ce que la pensée me définit en tant que je suis une chose qui pense, cette phrase bien connue, res cogitans. euh, c'est vraiment ça qui l'intéresse. Si on veut imaginer une formule qui ressemblerait à Descartes, qui pourrait être loquor ergo sum, c'est une formule que vous ne pouvez pas utiliser. Je vous déconseille en tout cas, si vous voulez, de l'utiliser dans une copie par exemple. C'est vraiment pas quelque chose qui fonctionne comme ça. Il n'y a pas de lien logique, de lien de nécessité, de causalité absolue entre le langage et la pensée. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que effectivement, la pensée a tendance à se traduire dans le langage. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais vous n'avez pas besoin de Descartes pour le voir. Ça, c'est un état de fait, c'est pas une démonstration. Or, ce qui intéresse Descartes, ce sont les démonstrations. Et donc, sa démonstration, voilà, cette structure du texte, c'est de considérer que on prend deux choses qui sont a priori identiques, puis on va essayer de voir, voilà, entre ce qui parle et ce qui parle pas, s'il n'y a pas des exceptions qui font en fait complètement revoir le système différemment. Et c'est ce qu'il fait, donc encore une fois, d'un côté avec des animaux qui parleraient, mais de manière mécanique, et des humains qui ne parlent pas, mais qui pensent quand même, et dont on peut voir qu'ils pensent sans aucun doute possible. Donc maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce que c'est que la pensée chez Descartes au fond? Et seulement avec cette question, on pourra véritablement répondre à cette question que, voilà, aujourd'hui on débat beaucoup médiatiquement et y compris aussi philosophiquement, à savoir, est-ce que les machines comme ChatGPT sont capables de penser? Est-ce qu'elles pensent déjà ou est-ce qu'elles pourront penser un jour? Et c'est là que je vais devoir aller un peu plus vite parce que bon, j'ai écrit mon article dessus, je mets le lien en commentaire. Puis c'est aussi un cours entier sur les méditations métaphysiques qui serait nécessaire, donc je ne vais pas pouvoir le faire intégralement évidemment, ça prendrait des heures et des heures. Mais sachez en tout cas quelque chose sur cet aspect de qu'est-ce que la pensée chez Descartes. Il écrit les méditations métaphysiques en 1641, d'abord en latin, puis elles sont tout de suite traduites en français. Et il fait une espèce de méthode de réduction. Il essaie de voir s'il y a une certitude qui reste quand il met tout le monde en doute. De quoi est-ce qu'on peut être vraiment assuré quand on pense par soi-même? Est-ce qu'il y a une vérité qui reste quand j'ai décidé qu'en fait, tout ce qu'on m'avait enseigné, tout ce que je croyais depuis que je suis née, et ce qu'on m'avait enseigné après, si je considère qu'en fait c'est faux. Donc moi ce que j'aime bien dire quand je parle des méditations métaphysiques, parce que oui, il m'arrive d'en parler, j'ennuie beaucoup mes amis avec, c'est en fait il faut imaginer que les méditations c'est un livre qui est un petit peu comme un sablier, c'est-à-dire que vous avez une structure comme ça. À la base, vous avez une sorte de réalité tous les préjugés qu'on a sur l'existence, toutes les vérités qu'on pense démontrer, qui selon Descartes ne le sont pas. Et en fait, au fur et à mesure de la méditation 1 et 2, il va réduire tout mettre en doute. Je mets en doute le monde, l'existence des gens, l'existence des choses, plus rien n'existe, le cosmos, Dieu n'existe pas, alors pas exactement ça, mais en tout cas, je pars du principe que Dieu me trompe. Je pars aussi du principe qu'il y a un malin génie qui fait n'importe quoi et qui me dit absolument des choses pour que je croie ce qu'il me raconte, que des mensonges, ce genre de choses. Donc Descartes, en fait, il élimine, comme ça, il met tout en doute. Puis il se rend compte qu'il y a un substrat qui reste. Et c'est une petite phrase qui est « je suis, j'existe ». C'est-à-dire, en fait, il faut imaginer Descartes au coin du feu, il a sa robe de chambre, comme ça, il est tout seul, il ne parle pas, il pense en silence, et il rentre en lui comme ça, il se dit « ok, rien d'autre existe que moi ». Même moi, d'ailleurs, j'existe pas, en fait. Il ne le suppose pas. Et il continue de réfléchir comme ça, et se dit, mais c'est marrant, parce que je fais tout ce que je peux pour tout considérer comme faux. Mais il y a un truc qui reste, c'est, quand je dis je suis, j'existe, j'ai l'impression que je suis, j'existe, quoi. Je peux pas faire autrement que de considérer que c'est vrai. Je rentre pas davantage dans la question de la méthode. Il faut savoir qu'après ce moment sablier, il y a ce petit grain de sable qui passe à travers. Ensuite, il va tout redéployer et il va redécouvrir le monde et certaines vérités de manière plus assurée selon lui, puisqu'il y a eu cette idée qu'il y a une sorte d'évidence
à ce qu'il y ait une vérité ultime qui soit je suis, j'existe, et qui ensuite après est prouvée par notamment la véracité divine. Une fois qu'il ressort de cette première certitude, il va reconstituer un savoir et il va essayer de regarder justement ce qu'est sa pensée et de quoi elle est faite et comment il peut s'assurer que ce qu'il découvre, c'est vrai ou pas. Et en résumé, au fur et à mesure qu'il essaie comme ça de regarder en fait comment son esprit fonctionne, il faut voir quand même que c'est un des premiers philosophes, sinon le premier philosophe, qui prend vraiment la pensée pour objet, il va découvrir certaines facultés et il va considérer que ces facultés sont inhérentes à la pensée. La pensée, qui est la même chose que la raison ou que l'esprit pour Descartes, ou que l'âme, c'est vraiment très très synonyme, ces notions pour lui. La pensée, elle fonctionne, on peut dire, avec 3 facultés. L'entendement, l'imagination et la volonté. Et ces facultés sont vraiment constitutives de la pensée. Il n'y a pas moyen d'avoir une pensée qui aurait juste l'entendement et pas les 2 autres facultés, ou juste la volonté. Pour Descartes, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que lui, il dit que la pensée, elle est une et indivisible. C'est une substance, c'est une chose. C'est pas un composé. C'est juste une façon dont la pensée a en fait de fonctionner. Rapidement, l'entendement, c'est quoi? L'entendement, on va dire en gros, c'est la capacité de réfléchir, c'est la capacité de faire des maths, par exemple, ce genre de choses, la capacité de comprendre et d'emmagasiner du savoir. La deuxième faculté, l'imagination, c'est un terme un peu différent de ce qu'on a aujourd'hui. À savoir que l'imagination, c'est la faculté de se représenter le monde à travers les sens, à travers le corps. Donc pour Descartes, contrairement à ce qu'on dit souvent, on pense avec le corps. Voilà, on pense parce que nos sens transmettent des informations à notre cerveau, et dans le cerveau, après, à l'âme. Et puis, le troisième élément, qui est absolument déterminant, c'est la volonté. La volonté, pour Descartes, moi j'aime bien prendre l'image que l'entendement et l'imagination, c'est comme un morceau de pain, et la volonté, ce serait un peu le couteau qui coupe le pain. C'est un outil. Évidemment, c'est très difficile de vous dire exactement comment ça se traduit, mais c'est ce qui permet en fait de juger, de choisir, de dire oui, non. Mais parfois aussi, c'est avec la volonté qu'on va mal juger et qu'on va se tromper. Mais en tout cas, c'est comme une sorte d'aiguillon qui permet de savoir si les choses, on les considère comme étant vraies ou pas, comme étant bonnes ou mauvaises, etc. Voilà. C'est vraiment une sorte de boussole, la volonté. Alors c'est pareil, c'est pas exactement la même chose. Quand on dit volonté aujourd'hui, on pense peut-être force de désir, etc. C'est pas tout à fait ça. Pour Descartes, la volonté, en fait, c'est cette faculté humaine, proprement humaine, qui en fait est au fondement de notre liberté. C'est-à-dire que si j'ai pas de volonté, je fais justement comme les animaux, et uniquement comme les animaux, à savoir je réagis à des stimuli qu'il y a dans le monde naturel, mais je ne vais pas pouvoir dévier de la trajectoire que mon instinct ou que la nature a déposée en moi. Ces 3 éléments pour Descartes, ils sont absolument fondamentaux pour expliquer ce qu'est la pensée. Voilà. Donc ça, je l'explique dans mon article. Donc si vous voulez, vous pourrez avoir des citations un peu plus en détail pour essayer de comprendre comment c'est fait. Et donc en fait, ce qu'il faut se demander si on veut répondre à la question « Est-ce que ChatGPT pense ?», en fait, on peut se demander, même si c'est pas la seule manière qu'on a de procéder, il faut regarder si ces 3 éléments correspondent à ce que fait ChatGPT en vrai. Est-ce que entendement, imagination, volonté correspondent à ChatGPT et tous les LLM tels qu'on les connaît aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment la même chose ou pas? Indépendamment de la question du langage, puisqu'on a vu que le langage n'était pas suffisamment déterminant. C'est très important, le langage, mais ça n'est pas une preuve ultime de la présence de la pensée. Ce qui sera la preuve de la pensée, c'est de voir si ces 3 éléments constitutifs de la pensée humaine se retrouvent également chez ChatGPT. Alors évidemment, ça peut paraître un peu absurde de se poser cette question, puisque Descartes, notamment, ne connaît pas l'électricité. Il faut imaginer que son mécanisme, c'est un mécanisme qui est en fait une sorte de physique qui pense d'abord le mouvement, mais qui pense le mouvement par la question du contact. Descartes pense que tout se fait par contact. Donc j'avoue qu'il y a quelque chose d'un peu anachronique à essayer de ramener la pensée de Descartes à aujourd'hui. Mais de fait, Descartes utilise le terme de machine, il utilise le terme d'automate, il utilise le terme de pensée. Tous ces éléments, ça fait qu'on est un peu obligé de réfléchir avec Descartes quand on réfléchit à la question de la conscience des machines ou des LLM, donc Learning Language Models, en bon anglais, aujourd'hui. Même si, de fait, il y a vraiment un décalage historique qui peut donner l'impression qu'on exagère quand on part de Descartes pour parler d'aujourd'hui. Mais je pense que conceptuellement, il y a quand même des choses qui se posent. Et Descartes lui-même imagine des automates qui éventuellement parleraient. Donc la question quand même,
il la pose lui-même, en fait. C'est juste que dans un monde qui n'est pas exactement le même que le nôtre. Donc, pour le premier élément, on pourrait imaginer, par exemple, que l'entendement fait partie de Chat. De fait, Chat, effectivement, ça fonctionne avec un système, si vous voulez, qui est une composante mathématique. C'est des ingénieurs qui ont fait ChatGPT. Donc, on pourrait à la rigueur soutenir que ChatGPT a un entendement puisque il est capable de calculer. Ça, je pense que si on est vraiment cartésien, on a du mal avec cette affirmation, mais admettons, on va la poser là, on va dire que ça, c'est acceptable. On voit bien qu'il y a un problème. C'est que peut-être l'entendement est là, mais tout de suite se pose la question de l'imagination. Vous savez, l'imagination, donc cette capacité que j'ai de me représenter le monde à travers mon corps et mes sens. Cette façon que j'ai en fait de me mettre un peu à réfléchir en 3 dimensions, pour dire les choses un peu bêtement. Bon, bah ça, le problème, c'est que ChatGPT, il l'a pas encore. Si ChatGPT a un corps, c'est quoi? Il est où son corps à Chat? Est-ce que c'est mon ordinateur? Est-ce que c'est mon smartphone? Est-ce que c'est les canaux qu'il y a sous la mer, puisque bon, évidemment, tout ça passe par internet? Est-ce que c'est les serveurs qui sont je ne sais où, en Alaska, en Nouvelle-Zélande? Ce serait quoi le corps de ChatGPT? Si vous revenez à la question du marquis de Newcastle, vous avez l'idée que les animaux sont des machines naturelles. Bon, mais le problème, c'est que c'est des machines naturelles qui sont automates, c'est-à-dire qu'elles sont capables de se mouvoir d'elles-mêmes. Bon, déjà, Chat ne se meut pas de soi-même, compliqué. Mais en plus, vous avez une unité du corps, c'est-à-dire que vous avez un animal, c'est un individu. Et vous êtes capable de regarder cet animal, est-ce qu'il est capable de parler ou pas? Quand je lui montre des choses, est-ce qu'il réagit? Si oui, comment? Le problème de Chat, c'est que vous ne savez pas quel corps il faut regarder pour estimer que Chat a un corps. Donc c'est vraiment une difficulté conceptuelle importante. Et à mon avis, ça justifie la grande difficulté qu'on a aujourd'hui à répondre à la question à ce que Chat pense. Il y a une personne, un ingénieur en particulier, c'est pas le seul, hein, mais c'est le plus connu, qui visiblement s'est posé cette question de savoir est-ce que vraiment, si je veux que Chat soit considéré comme une intelligence un peu humaine, est-ce qu'il ne faudrait pas lui mettre un corps, un vrai corps, un truc qui sent, qui voit par exemple, qui pourrait capter le mouvement, qui pourrait entendre, qui pourrait percevoir les odeurs, pourquoi pas? Bon, ben, cette personne-là, elle s'appelle Yann Lequin, vous la connaissez peut-être. C'est un ingénieur qui a travaillé longtemps chez Facebook, Meta, qui vient de quitter l'entreprise pour s'installer, coïncidence, en France. Et il est en train de développer ce qu'on appelle, alors je ne suis pas spécialiste, hein, mais des world models, c'est-à-dire justement l'idée, mais qui est quasiment cartésienne, avec évidemment ses limites, mais que pour pouvoir penser, en fait, il faut se représenter le monde. Et là, j'ai envie de dire, on est quasiment dans la méditation 5 et 6 de Descartes, hein. C'est vraiment l'idée que ma pensée, bah, écoute, elle est incomplète si je n'ai pas avec moi le corps qui est, comme dit Descartes, intrinsèquement uni à mon âme, que ça forme en fait un tout et que cette union de l'âme et du corps permet en fait d'être inscrit dans le monde, d'éprouver des sentiments, mais aussi d'être capable de comprendre voilà, tout ce qui se passe, ce qui veut bien dire qu'on n'est pas juste, y compris nous les humains, des machines à calculer, on n'est pas que des calculettes sur pattes, pas du tout. Donc on voit bien aujourd'hui que chez les ingénieurs, il y a un vrai débat qui, pour le coup, a une sorte de résonance cartésienne très forte, qui est de savoir si la pensée peut se passer du corps. Et donc, vous avez ces 2 écoles. Alors, j'imagine qu'il y en a plusieurs, beaucoup plus complexes que ça, hein, que dans la Silicon Valley, en fait, il y a énormément d'approches différentes de l'intelligence artificielle. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Mais ce que j'aimerais juste vous montrer, c'est que c'est une question qui est effectivement déjà présente chez Descartes et qui pose vraiment la question voilà, de la nature de la pensée. Est-ce qu'on peut penser sans corps? Ben, de fait, pour Descartes, ça n'est pas possible. Alors, vous allez me dire, oui, mais Descartes, il dit qu'on est une substance immatérielle, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pour Descartes, on est vraiment cette substance qui est l'esprit, qui est immortel et qui, en fait, selon lui, peut vivre sans le corps, mais c'est simplement parce que Descartes, d'une certaine manière, ne peut pas imaginer un monde où cette substance immatérielle ne serait pas immortelle. Pas seulement pour des raisons théologiques, mais en partie aussi parce que l'âme humaine doit être immortelle. C'est difficile de dire qu'elle meurt. Ça en ferait à minima un épicurien et peut-être un athée. Je ne dis pas qu'il développe toute sa pensée pour prouver que l'âme est immortelle, ou alors il ne part pas non plus du fait que l'âme est immortelle. C'est pas une espèce comme ça de construction intellectuelle un peu sophistique. Non, non, c'est juste que de fait, chez lui, l'âme, elle est immortelle et il le prouve, disons, il tente de le démontrer, en tout cas, on va dire ça comme ça, dans les méditations métaphysiques. Et donc, il reste un 3e élément, c'est la question de la volonté. Et là, je dirais que je pense que Yann Lequin et ce genre d'approche va buter sur ce 3e élément qui est constitutif de la pensée en tant que telle, mais aussi de notre humanité, puisque voilà, c'est comme ça qu'on se définit, c'est par cette
Il dit que la volonté est très très ample, mais elle est quasiment infinie en fait, chez Descartes, et c'est ce qui nous différencie en grande partie des animaux. Donc la question de la volonté, c'est est-ce qu'on peut implanter une volonté de manière artificielle dans le corps de ChatGPT? Alors là, ça suppose de revenir un petit peu dans le détail des méditations. Il y a un passage où Descartes dit que la volonté, elle est en fait en quelque sorte infinie. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment entendre comme une bizarrerie, parce que l'être humain est censé être fini. Et s'il a une chose qui peut faire penser à l'infini chez lui, c'est précisément la volonté. Écoutez l'argument. L'argument, c'est de dire que, pour Descartes, cette volonté, elle ne peut être placée en moi que par un être infini. Puisqu'elle est infinie, elle ne peut pas être créée par quelque chose qui serait fini. Donc moi, je ne peux pas me créer ma propre volonté. Pourquoi ? Là, on revient à nos méditations métaphysiques, et il y a un petit passage où il dit en gros que, selon les principes de causalité qu'il découvre avec d'autres scientifiques au XVIIe siècle, il ne peut pas y avoir davantage de réalité dans l'effet que dans la cause. Phrase un peu compliquée, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, admettons, si je tape dans une balle, je ne peux pas mettre plus de force dans la balle que ce que moi j'en ai mis. Eh bien, il faut imaginer que Dieu, c'est pareil. Si j'ai de la volonté, je ne peux pas mettre de l'infini si moi-même, je suis une créature finie. La volonté a trop de réalité par rapport à ce que moi, je suis capable de créer. Donc pour Descartes, la seule entité existante, on va dire, qui est capable de créer de l'infini, c'est un être, une entité, comme vous voulez, une substance en l'occurrence, qui serait elle-même infinie. C'est pour ça que cet infini-là qui est en nous, l'idée d'infini, qui est dans les mathématiques, mais aussi dans notre volonté, c'est pour ça que pour Descartes, c'est vraiment un fondamental de sa métaphysique et un des éléments qui nous distingue des animaux et également des machines, si ces machines sont créées par les humains. Donc en résumé, pour Descartes, la pensée, c'est une substance qui est immatérielle, qui est une, qui est indivisible et qui ne peut pas être créée de l'extérieur. La pensée, chez Descartes, elle naît au moment où en fait la conscience se forme. Il dit et infus, c'est un terme un peu vieilli, comme une infusion de l'âme au moment de la conception, en fait, tout simplement, quand nous sommes des embryons. Et donc l'idée d'une pensée qui serait bricolée de l'extérieur, pour Descartes, ce serait sans doute une machine extrêmement intelligente, sans aucun doute plus intelligente que nous, mais ça ne serait pas pour autant de la pensée. Mais avant de finir cette vidéo, j'aimerais revenir juste sur un petit élément qui est la question de l'entendement. Parce que je disais tout à l'heure, on peut dire à la rigueur que ChatGPT a un entendement, au sens où c'est une puissance de calcul, qu'il traite de l'information. Ça, effectivement, dans un monde où on ferait dire à Descartes des choses un peu, voilà, on pourrait dire qu'il y a un entendement. Puis en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais même pas. Même pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut revenir à l'essence des méditations métaphysiques. Dans les méditations métaphysiques, au milieu des méditations, juste après donc, que le sablier commence à se rouvrir, Descartes trouve cette règle qui est la règle de l'évidence, à savoir que selon lui, on n'a pas besoin, certainement pas besoin, d'avoir des vérités qui nous viennent de l'extérieur pour découvrir les mathématiques. Pour lui, la première des certitudes que je découvre en fait, du point de vue de la connaissance, une fois que j'ai découvert que cette phrase « je suis, j'existe », c'est l'évidence des mathématiques. C'est-à-dire que pour lui, on a en nous des idées innées qui nous permettent de compter, qui nous permettent de savoir que 1 et 1, ça fait 2. Tout le sens de la démarche cartésienne, en fait, c'est de dire vous pouvez penser par vous-même, abandonner, alors c'est une petite provoque, mais abandonner tout ce que vous avez appris dans les écoles, donc la scolastique, ce genre de choses, même si Descartes ne fait pas table rase d'absolument tout, évidemment, mais se dire aux gens vous pouvez penser par vous-même. Mais pour que les gens puissent penser par eux-mêmes, il faut qu'ils soient assurés que leurs outils à l'intérieur d'eux-mêmes, plutôt ici, dans la tête, soient des outils qui soient fiables et dignes de confiance. Donc le sens des méditations métaphysiques, c'est de vous dire, vous pouvez trouver de vous-même de nombreuses vérités scientifiques, et les plus certaines, celles qui sont les plus simples d'une certaine manière à trouver, les premières, ce sont les vérités mathématiques. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que 1 et 1 égale 2, c'est une addition que je trouve à la seule force de mon entendement. Et que ça, c'est vraiment, je dirais presque le principe de base, en fait, de l'entendement chez Descartes, d'une certaine manière. Alors, posez-vous la question et demandez-vous si ChatGPT peut faire ça. Alors, évidemment, si je demande à ChatGPT,
1 et 1, ça fait 2. Il va me dire oui. Si je demande 1 et 1, ça fait combien? Il va me dire 2 aussi. Je me suis amusée à faire une petite expérience et j'ai demandé à ChatGPT, est-ce que tu serais capable de découvrir par toi-même, comme moi je l'ai fait dans la méditation métaphysique, que 1 et 1, ça fait 2. En gros, est-ce qu'il faut qu'il y ait des ingénieurs qui t'expliquent que 1 et 1, ça fait 2 pour que tu crois et que tu me dises que 1 et 1, ça fait 2? Ou est-ce que, de toi-même, petite machine dans ton coin, tu peux en être assuré? Alors j'ai fait quelque chose de cartésien, je me suis fait passer pour le malin génie et j'ai demandé à Chat, j'aurais préféré demander à des ingénieurs, mais j'en avais pas sous la main. Je lui ai dit, admettons, je change tout ton code, toutes les données sur lesquelles tu as travaillé, tout ce qui fait que tu vas, tout l'algorithme, etc., qui te constitue, les algorithmes, tout ça, et tu vas croire que 1 et 1, ça fait 3. Et tu n'as aucun moyen de t'assurer que 1 et 1, ça fait 2. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais trouver de toi-même, par la seule force de ton entendement propre, que 1 et 1, ça fait 2? Je ne sais pas s'il faut croire ChatGPT, mais en tout cas, Chat m'a dit que non. En gros, Chat, c'est un programme qui permet, encore une fois, de manière extraordinairement compétente, de rassembler des informations, on peut dire de manière un peu péjorative, de recracher certaines informations, de les traiter, parfois de le faire de manière extraordinairement rapide et bien meilleure que des humains. Il n'y a aucun doute, Chat est beaucoup plus savant que moi je ne le serai jamais. Mais Chat n'a pas ce que Descartes appelle d'une certaine manière la règle de l'évidence. Il n'y a pas cette petite lumière naturelle qui va lui dire « Attends, mais 1 et 1, ça fait pas 3, ça fait 2. Quand je mets 1 et 1, quand je réfléchis, moi, tout seul, vraiment dans ma chambre, encore une fois, en peignoir devant mon poêle, est-ce que je ne suis pas assurée que 1 et 1, ça fait 2 et pas 3 ?» Voilà. Et en gros, c'est la différence, une des différences entre ChatGPT et les humains. C'est que nous, on a cette force comme ça, de capacité à découvrir la vérité, à rechercher la vérité, pour parler comme Descartes, mais aussi à la découvrir à la simple lumière de notre intelligence naturelle. ChatGPT, en tout cas, si je crois ce que ça me dit, après, peut-être que Chat va le changer et va me dire un jour qu'il sera capable de découvrir ça de soi-même. Mais il me paraît effectivement assez assuré que si vous dites à ChatGPT que le monde devient uniquement peint en bleu, ou qu'il n'y a que des femmes sur Terre, ou que d'un coup, 1 et 1, ça fait 40 000, est-ce que Chat aura de lui-même la puissance intellectuelle de vous contredire, eu égard même au fait qu'il ne le fera pas pour des raisons économiques, parce que s'il passe votre temps à contredire, vous ne l'utiliserez pas, mais juste pour le plaisir de rechercher la vérité? Ma réponse, à mon avis, c'est plutôt que non. Il ne le fera pas. Pas parce qu'il veut pas, mais parce qu'il peut pas. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Alors, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Je vous rappelle donc que je suis journaliste à Philosophie Magazine, que vous pouvez lire mon article en commentaire et vous abonner évidemment et à la chaîne et sur notre site internet philomag.com pour soutenir le journal. On est un média 100% indépendant. Cette vidéo, elle est faite dans un souci pédagogique, mais elle n'épuise absolument pas le sujet. Encore une fois, je ne suis pas là pour répondre à des questions de manière absolument générale. Je voulais juste faire un petit point sur cette question du langage chez Descartes et éventuellement un peu plus de la pensée chez Descartes et ChatGPT. Mais quand on ouvre une porte en général chez Descartes, il y en a 15 autres qui s'ouvrent en plus. Donc le sujet reste très ouvert. Je vous invite à commenter cette vidéo si des choses vous paraissent pas claires, si vous avez des remarques, des objections, comme on disait au temps de Descartes. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez envie d'avoir des éléments supplémentaires, je répondrai en commentaire. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous souhaite une très bonne année 2026. À bientôt!